Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 6 dédié aux porte-chapeaux. Je suis Héloïse, commissaire-priseur dans le nord de la France, et je vous invite avec Objectum à décrypter les acteurs de la petite histoire. Parfois anodins en apparence, ces objets sont autant de témoins des mœurs et de l'évolution du confort domestique et de la mode à travers les siècles. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, leurs prix sont tout à fait abordables en salle des ventes. Si vous aimez chiner, vous êtes au bon endroit pour apprendre à découvrir ou redécouvrir les objets d'antan. Être commissaire-priseur, c'est aussi avoir la chance de côtoyer nos confrères et consoeurs, qui ont tous leur domaine de spécialité, leurs dadas, leurs objets fétiches. Et en plongeant dans les ventes aux enchères proches de chez nous, ou simplement sur les plateformes Drouot et Interenchères, je suis bien souvent interpellée par des petits objets qui me donnent envie d'écrire un épisode. C'est ce qui s'est passé avec la prochaine vente Mode et Maroquinerie de la maison de vente Ève à Paris. Le 15 octobre prochain seront proposés de nombreux lots qui devraient intéresser les adeptes de la mode et du luxe. Et ça se passe en salle 4 à l'hôtel Drouot ainsi que sur la plateforme Drouot. Parmi les plus de 400 lots proposés, la vente démarre par 19 lots consacrés à un objet que l'on a tous dans nos fonds de tiroir, le bouton. De superbes suites de boutons Chanel seront à accueillir pour des estimations basses allant de 30 à 150 €. Mais si l'on connaît bien ces boutons emblématiques, siglés du double C de la maison, le bouton ne se résume pas qu'à ses versions les plus contemporaines des grandes maisons de mode. J'invite aujourd'hui ma consoeur Sophie Tiercelin au micro d'Objectum pour nous partager sa passion de la mode et nous aider à décrypter l'histoire du bouton. Bonjour Sophie, merci beaucoup de ta participation. Donc dans Objectum, j'aime toujours décrypter l'histoire des objets et ta vente propose des beaux boutons Chanel, mais ces derniers ont eu des ancêtres. On peut par exemple penser aux fibules sous l'Antiquité ou encore au Moyen-Âge quand on songe aux belles fibules mérovingiennes. Exactement, en fait c'est ça, si tu veux, l'ancêtre du bouton, c'est la fibule. Ça va être, il y avait déjà des boutons dans l'Antiquité, on a la trace de certains petits boutons qui ferment notamment des hauts de chemise. Mais comme tu sais, dans l'Antiquité, le vêtement il est surtout drapé et en fait on va servir de fibule, de sorte d'agrafe en métal pour pouvoir venir agrafer sur l'épaule des toges, des drapés, pour pouvoir créer des plis dans le vêtement. Et en fait le bouton il arrive assez tardivement par rapport à cette période-là. Le bouton il arrive à partir du Moyen-Âge, si tu veux, dans l'histoire de la mode. Et donc au Moyen-Âge, en fait à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, là va y avoir un vrai tournant dans l'histoire de la mode et du coup ça va avoir une influence sur l'utilisation du bouton. Donc si tu veux, surtout autour de 1380, il va y avoir un resserrement de la silhouette, un resserrement du vêtement autour du corps, un changement de mode qui est très important puisqu'avant on portait des robes qui étaient très amples, où le bouton il existait mais il avait un rôle surtout utilitaire, puis il était en général assez caché. Et puis là en fait la silhouette va devenir très fine, très proche du corps. C'est des silhouettes qu'on peut voir dans les très riches heures du duc de Berry par exemple vers 1410. Voilà, donc on va avoir des robes pour les femmes qui sont très proches du corps avec des manches qui vont être très resserrées. Les hommes vont commencer à porter des pourpoints avec des choses pareilles très très serrées. Et là, tu vas avoir, forcément, c'est obligatoire pour pouvoir trouver un moyen de serrer le tissu. Il va y avoir carrément des rangs de boutons qui vont apparaître, qui vont être très serrés. Et alors là, on va avoir des boutons qui vont être incroyables, puisque les couches aristocratiques vont forcément en faire un objet ostentatoire. Et donc, tu vas avoir des boutons en orfèvrerie incroyables qui apparaissent. Il va y avoir aussi des boutons, la première fois qu'on voit les émaux de plique-à-jour sur les boutons, qui est une technique qui est rare et qui est très difficilement maîtrisable et qui est très belle, qu'on peut voir d'ailleurs au musée de Cluny. Voilà, donc il va y avoir, ça va vraiment être la période de l'apparition du bouton et c'est vraiment lié à une raison qui est liée à l'histoire de la mode. Et là, ce qui est important, c'est que tu soulignes à juste titre la diversité des techniques et des matériaux employés. Donc au final, le bouton, comme beaucoup d'objets décrits dans le podcast, il peut apparaître tout à fait anodin, mais ça a été un vrai support de création pour différents corps de métier. Est-ce que tu confirmes cette diversité des matériaux observés dans l'histoire du bouton ?
Si tu veux, le bouton, en fait, c'est quand même un... Il faut distinguer deux sortes de boutons selon moi. C'est qu'en fait, tu as le bouton qui va être utilisé tout au long de l'histoire de la mode et du vêtement sur les sous-vêtements. Donc là, il va vraiment avoir un rôle utilitaire, si tu veux. Il va être le plus discret possible, le plus plat, le plus doux. Donc on va utiliser de l'os, on va utiliser du bois. On va utiliser de la nacre, parfois un petit peu de métal, mais ça va être des boutons qui vont être très plats et très discrets. Et puis, tu as évidemment le bouton qui se voit, le bouton qui va être sur la face extérieure du vêtement et qui va vraiment avoir un rôle, complètement un rôle social, en fait, un rôle à la fois décoratif, qui va parfois même s'apparenter au bijou et donc qui va avoir ce rôle social qui est très important. Et du coup, comme tous les ornements, comme tout ce genre d'accessoires en fait autour du vêtement, tu vas avoir des boutons qui sont destinés à des classes plutôt modestes. Donc on va avoir des boutons qui vont simplement être faits, si tu veux, de bourres de coton, qui vont être recouverts du même tissu que le vêtement par exemple. Tu vas avoir des boutons en bois qui vont être gravés ou pas, en métal complètement ordinaire comme du fer ou du laiton. Tu vas avoir de l'os aussi. Et puis quand tu vas monter progressivement dans les classes sociales, tu vas avoir de l'ivoire, tu vas avoir un petit peu de céramique, de la porcelaine, du métal recouvert d'émail. En fait, il y a de tout, du bronze, de l'or, de la passementerie, du cuir, du coquillage. Enfin, la liste est infinie. Oui, c'est super important et tu fais bien de souligner le lien entre les commanditaires et le rôle social de la mode, des accessoires en général. Et même en art décoratif, on peut voir des poignées de porte, des tout petits accessoires chiffrés aux initiales de personnages illustres comme Madame du Barry. Et pour revenir au rôle plus social, il y a aussi les boutons de chasse, par exemple. Donc est-ce que toi, tu penses à des modèles emblématiques ou prestigieux qu'on peut trouver dans les institutions ou ailleurs ? Alors, dans les institutions, le souci, c'est que le bouton, c'est un élément qui est apparenté, quand il est très très beau, qui est apparenté à un bijou. Donc, la plupart du temps, il est dissocié du vêtement. Et en fait, on n'a plus que le bouton. Donc, malheureusement, il perd un petit peu cette... tu parlais de Madame du Barry, et c'est vrai qu'on a certains boutons qui sont tracés, mais la plupart du temps, on perd complètement le lien au commanditaire. Alors, tu parlais des boutons de chasse, et c'est super intéressant parce qu'effectivement... quand tu avais des chasses à cour, notamment au 19e, qui étaient utilisés, tous les boutons de toutes les livrées, de toutes les personnes qui participaient à la chasse avaient le chiffre de la maison qui l'organisait ou avaient un blason, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, tu as des boutons qui sont identifiés, par exemple, au musée des Arts Déco. On a un bouton qu'on attribue à Fragonard, tu vois, donc tu as aussi des artistes très important, qui faisait aussi des petites choses comme ça. Et ça montre la préciosité de ces ornements-là. Et d'ailleurs, il me semble que le bouton 18e attribué à Fragonard a fait partie de l'exposition de 2015 Déboutonner la mode, qui était au musée des arts décoratifs et qui montrait une partie d'une collection, je crois, de 3000 boutons qui a été acquise par le musée en 2012. Et cette collection, elle avait même reçu le statut d'œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Mais j'aimerais en revenir à un point important qui est celui dont tu parlais de la dissociation du bouton du vêtement comme objet à part entière. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène selon toi ? Parfois dans des matériaux qui sont tellement riches qu'on les enlève au même titre qu'un bijou, au même titre que tu enlèverais ta bague avant d'aller te coucher. Et en fait tu découds tes boutons tous les jours et tu les recouds sur ton vêtement du lendemain. Tu vois ? Donc c'est amusant et c'est un petit peu comme les manches en dentelle qu'on enlevait, qu'on décousait le soir pour ne pas les abîmer et qu'on conservait à plat. Mais les boutons, c'est exactement pareil. Et oui, derrière la préciosité des matériaux travaillés ou le raffinement de certains modèles se cachent parfois des manufactures de renom. On peut penser à Wedgwood. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples en tête à nous partager ? Eh bien, alors oui, tu parles de Wedgwood, c'est super intéressant parce qu'en plus Wedgwood n'était pas spécialisé à la base dans les boutons, c'était une manufacture plus généraliste dans son matériau de prédilection, mais ils ont fait aussi des boutons, c'est vrai, mais tu as des manufactures qui sont spécialisées dans le bouton qui apparaissent notamment au 19e siècle. En fait, tu sais que tu as les grands magasins qui se développent.
Et donc avec une consommation, t'imagines, complètement délirante qui se développe aussi. T'as les deux magots qui ouvrent même dès 1812. Et puis t'as le Bon Marché, le Printemps, les magasins du Louvre, etc. Et pour suivre toute cette consommation de boutons, puisque c'est aussi une époque où on en utilise de plus en plus sur les vêtements, et tu as les manufactures comme la manufacture de Briard qui ouvre, tu as évidemment la manufacture de Méru que je pense tu as visité. Voilà, donc ça c'est la manufacture de Méru, elle apparaît sous le Second Empire, vraiment pour suivre cet essor des grands magasins. Et puis c'est Jules Potel qui gère la manufacture à cette époque-là, et on a des boutons qui apparaissent qui sont vendus en plaques, tu sais, en cousu sur des plaques de carton. Et puis encore aujourd'hui, tu as par exemple Crépin Petit, qui est une manufacture qui fait que des boutons et qui fait encore, je crois qu'elle a été ouverte à la fin du 19e siècle et elle produit encore quelque chose comme 30 millions de boutons par an, quoi. Bon, là, on sent la formation rigoureuse des commissaires-priseurs dans ce que tu nous dis, parce que tu as naturellement commencé à nous parler de l'Antiquité, du Moyen-Âge, pour en arriver au 18e et 19e siècle, avec l'essor des grands magasins en pleine industrialisation. J'aimerais beaucoup maintenant aborder le XXe siècle, puisque le bijou comme le bouton deviennent des vrais supports de création pour les artistes. C'est même intéressant de constater qu'il y en a certains qui commencent par de petits objets comme le bouton, avant d'exceller dans leur discipline. Moi je pense notamment à Mité Espelt, donc, qui est une céramiste de renom qui a bien la cote en ce moment, qui a notamment été merveilleusement étudiée par Antoine Cando. Mité Espelt, elle a commencé par la confection de boutons. Donc toi, quand on évoque le XXe siècle, quel autre nom te viennent naturellement à l'esprit ? Alors, Mité Espelt, c'est vraiment c'est un exemple de toute façon dont j'allais te parler, parce que c'est vraiment un super exemple. Elle commence, tu as raison, elle commence par le bouton, elle commence par l'atelier Lydia Chartier à Saint-Germain-des-Prés, et notamment, et ça c'est drôle parce que c'est ça qui va faire son lien avec Line Vautrin par la suite, c'est qu'elle crée des boutons à la demande de Line Vautrin. Donc elle crée des boutons en céramique dans cet atelier-là à la demande de Line Vautrin. Line Vautrin, à ma connaissance, elle n'a pas commencé par le bouton, mais tu as des joailliers ornementiers qui sont un petit peu connus dans le monde de la haute couture, comme Francis Winter ou Roger Jean-Pierre. Je ne sais pas si ça te parle, mais eux, c'est des gens qui ont travaillé dans la joaillerie avec des grandes maisons comme Dior, comme Madame Grey, comme Balmain dans les années 60, ou comme Yves Saint Laurent. Et eux, par exemple, ont commencé par le bouton. Et progressivement, le bouton a pris de la place dans leur production. Et puis, ils sont passés à des choses plus importantes et à des ornements de corsage et à des choses vraiment d'un intérêt encore plus poussé après ça, quoi. Et tu commençais justement à évoquer le lien avec la haute couture, avec les grandes maisons de mode. Donc ça me donne envie de te parler un petit peu plus des boutons que tu présentes en vente le 15 octobre à Drouot. Ce sont que des boutons Chanel, une marque emblématique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le lien entre Chanel et les boutons ? Alors le bouton Chanel, c'est vraiment une vaste question, parce que dès le début, Gabrielle Chanel, elle accorde beaucoup d'importance à ça. Et puis elle y met, en fait, c'est presque une sorte de gris-gris pour elle. Elle y met tous ces petits symboles qu'elle aime bien. Donc tu vas retrouver le lion, on va retrouver les étoiles, il va y avoir les trèfles, évidemment, mais il y a beaucoup de trèfles sur les boutons Chanel, notamment dans les années 80-90, énormément. Et puis, forcément, l'iconique C entrelacé. Le C entrelacé, en plus, c'est un rapport personnel avec son histoire personnelle, parce que on dit que le C entrelacé a été dessiné d'après les vitraux de l'abbaye cistercienne d'Aubazine, où elle a passé une partie de son enfance. Et donc le bouton Chanel, c'est un vrai bijou, c'est un vrai ornement, c'est un objet vraiment à part entière. Et ce qui est super, et ce que moi j'aime bien dans la vente justement qu'on est en train de préparer, alors il y a 19 lots de boutons. On a essayé de les rassembler de façon un peu cohérente, mais il y a des boutons qui sont plus récents et qui me plaisent beaucoup, parce qu'en fait, dans les nouvelles collections, enfin depuis les années 2000, 2005, tu as les collections croisières chez Chanel,
avec toujours des thèmes. Tu as dû voir certains défilés Chanel avec des thèmes qui sont très... Oui, au Grand Palais. Oui, exactement. Voilà, au Grand Palais, tu as des mises en scène qui sont complètement délirantes, qui sont impressionnantes. Et les boutons, à titre d'ornement, ils accompagnent aussi ce thème-là. Donc, par exemple... tu te retrouves avec une veste Chanel qui a toujours ses boutons d'origine, et ben si c'est des collections récentes, si c'est des collections croisières qui sont un petit peu spécifiques, et ben tu peux reconnaître l'année et la collection. Par exemple, il y a quelques... Ouais, exactement, grâce aux boutons. Tu vois, par exemple, j'ai en tête un bouton que je trouve superbe, qu'on va vendre là très bientôt, qui est issu de la collection croisière Paris-Athènes. Et tu as des feuilles de laurier qui sont entrelacées, vraiment à la grecque. Tu en as un autre avec un cheval de profil qui fait quasiment mycénien. Tu as des trucs très sympas. Il y a une collection chez Chanel qui s'appelle Airspace, où il y avait une fusée qui était quasiment lancée pendant le défilé. Et tu as des boutons qui sont en métal avec des décors en émail par-dessus et qui représentent la Lune avec ses cratères. Et ça, c'est vraiment très joli. Et si on en vient au marché à proprement parler, est-ce que les boutons sont beaucoup collectionnés aussi? Quels sont les ordres de grandeur des prix aux enchères pour celles et ceux qui souhaiteraient commencer une collection? Eh ben, c'est la bonne nouvelle quand tu veux te lancer dans une collection de boutons, c'est que finalement, sans le savoir, tu en as déjà une. J'imagine qu'on a tous 3 ou 4 boutons qui traînent dans un vide-poche quelque part chez soi, voilà, qui valent rien du tout. Tout le monde a une grand-mère qui a une boîte à boutons. Enfin, c'est le truc que tout le monde possède et que tout le monde se transmet, la fameuse boîte à boutons. Après, évidemment, si tu veux aller sur des boutons qui sont un peu plus... qui sont des boutons d'une marque de luxe en particulier, par exemple... pour 6 boutons Chanel, je dirais entre 6 et 10 boutons Chanel, je pense qu'il faut compter entre 80 et 200 euros selon leur rareté. Il y a aussi des gens qui recherchent des sets de boutons qui sont complets pour pouvoir, par exemple, changer les boutons d'une veste, ça c'est possible. Et puis... si on va un peu plus loin que Chanel, t'as des boutons qui peuvent faire des prix complètement monumentaux. Enfin, je pense à des artistes. Il y a des boutons qui existent de Sonia Delaunay qui sont en marqueterie de bois dans les années 30. Ça, c'est incroyable. Ça peut faire plusieurs milliers d'euros. T'as des boutons de Line Vautrin en talocelle. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux te dire ? Oui, bien sûr, tu as les boutons. Alors, par exemple, la maison Schiaparelli est très, très importante pour le lien entre la mode, la haute couture et les boutons. C'est que Elsa Schiaparelli, elle a commandé énormément de boutons, notamment à Alberto Giacometti. Et on peut en voir un, notamment au Musée des Arts Décoratifs à Paris. T'en as un qui date de 1938. Qui est un énorme bouton avec une femme les bras levés, qui est en métal martelé, comme le faisait Giacometti. Et des choses comme ça peut valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je trouve ça hyper intéressant ton approche de dire qu'il y a souvent des collections qu'on a déjà un peu chez nous, comme c'est le cas avec les boutons. Et tu le disais, même sur des modèles vintage sympas comme Chanel, on peut avoir des boutons pour quelques dizaines d'euros. Et c'est vrai que dans le podcast, j'aime beaucoup mettre à l'honneur la seconde main, le remploi des objets. Est-ce que toi, tu connais des exemples d'upcycling de boutons ? Parce qu'il me semble que quand on parlait un petit peu de l'épisode ensemble, tu avais évoqué une créatrice qui avait fait une veste entièrement recouverte de boutons upcyclés. Oui, exactement. Et évidemment, tu as le niveau 1 de la réutilisation de boutons, c'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs boutons que tu aimes bien et tu vas les recoudre sur ta veste, etc. Et puis oui, comme on en a parlé déjà, il y a... des artistes aussi qui vont réutiliser le bouton, mais comme objet en soi et pas du tout comme objet usuel qui va servir à fermer une veste ou à fermer une robe. Et oui, je pensais à une marque qui est plus si jeune maintenant, qui est bien lancée, qui s'appelle Amour Collective. Et en fait, cette marque-là, elle a une super démarche. C'est qu'en fait, elle va prendre que de la récup, donc du textile de récupération, de la dentelle qu'on va lui donner, et justement les fameuses boîtes à boutons de la grand-mère qu'on lui amène. Et en fait, elle fait des merveilles avec ça, elle recouvre des sacs, et notamment, elle a fait dernièrement, elle a créé une veste pour Daphné Burki,
qui est une veste noire, plutôt basique, mais elle est entièrement recouverte de boutons dorés de toutes les couleurs, de toutes les époques, et qui ruisselle en fait le long des épaules et qui ruisselle le long des bras, et c'est une pièce incroyable. Et alors là, c'est pas la veste, elle disparaît complètement sous le bouton, c'est le bouton qui est la star absolue de cette tenue. Merci beaucoup Sophie, l'échange était super intéressant. Et je suis toujours hyper heureuse de discuter avec des confrères, des consoeurs de leur sujet de prédilection, comme on l'avait fait avec Mériadec dans le hors-série qui était dédié à l'art des tranchées. Avant de se quitter, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais nous partager ? Peut-être ton coup de cœur de la vente du 15 octobre ? Alors attends, de quoi je peux te parler ? Moi, mon coup de cœur de la vente, je t'en ai parlé, c'est mon petit bouton Paris-Athènes là que j'adore. Je t'enverrai une photo. et non, je pense qu'il faut simplement pour ce genre de petits objets, que ce soit le bouton, que ce soit n'importe quoi en fait, je pense qu'il faut pas perdre de vue que c'est un objet intime. Qui est proche du corps et à ce titre-là c'est précieux, pas simplement dans son matériau si c'est un matériau précieux, mais c'est précieux aussi émotionnellement. Et il y a un bouton que j'aime beaucoup qui est conservé aussi aux Arts Déco, qui est en nacre, qui date de la fin du XVIIIe siècle, et en fait c'est un petit bouton qui a l'air de rien mais qui est gravé d'un petit rébus. Et c'est marqué « J'ai cédé à son amour ». Et en fait, c'est un bouton que j'aime bien parce qu'il il renferme dans ce rébus tout ce que j'aime à propos du bouton, c'est-à-dire que c'est proche du corps, c'est intime, parfois c'est même un cadeau d'amoureux, tu sais, au même titre que les bijoux sentimentaux. Ouais, exactement. Ou que les bijoux de cheveux ou ce genre de choses. Et puisque le bouton il est proche du corps, et il est aussi proche de son propriétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'arrive pas à jeter les boutons qu'on me donne. Tu sais, on m'en donne souvent des boutons parce que je suis un peu Madame Vieillerie, et on me donne tous les vieux trucs, tous les vieux boutons qui traînent. Et moi je peux pas me résoudre à les jeter, tu vois. J'aime beaucoup l'anecdote de Madame Vieillerie, et je pense que parfois c'est un peu comme ça qu'on est perçu quand on est jeune et qu'on s'intéresse aux antiquités ou aux métiers. Mais je trouve ça vraiment génial comme conclusion, parce que c'est aussi l'essence même du podcast que d'analyser tout ce qui peut renfermer un objet en termes de charge émotionnelle. Donc merci encore pour cet échange. J'espère que cet épisode à deux voix vous aura plu. Merci infiniment à Sophie Tiercelin de nous avoir partagé sa passion de la mode et des boutons. Vous commencez à le comprendre à travers les précédents podcasts, mais le mot d'ordre est d'être curieux. Vous pouvez redonner une seconde vie aux objets qui sont dans le fond de vos tiroirs, en les upcyclant comme on en a discuté dans cet épisode. Et pour chiner, ne soyez pas monomaniaque, ouvrez grand vos yeux, n'ayez pas forcément d'idées trop arrêtées de ce que vous recherchez, fixez-vous un budget et allez arpenter de multiples endroits où vous trouverez des pépites. Pour suivre la vente de la maison Ève, rendez-vous le 15 octobre en salle 4 à Drouot ou en ligne. Leur catalogue est déjà consultable. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles sur Spotify ou sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger de manière plus directe, je vous invite à suivre et partager le compte Instagram objectum.cp.